Ils ont déchiré ma robe de mariée, non pas une, mais 2 fois. Et le jour le plus beau de ma vie, la personne qui m'a donné naissance m'a frappé au visage, devant tout le monde. Je saignais, j'étais humilié et j'avais le cœur brisé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce coup de poing ne m'avait pas brisé. Cela m'a réveillé. Je m'appelle Erika et j'ai 28 ans. Je n'aurais jamais imaginé que le jour de mon mariage, le jour que j'avais imaginé depuis que je suis petite, deviendrait le théâtre de l'un des moments les plus douloureux et les plus stimulants de ma vie. En grandissant, je n'ai jamais été le favori. Ma sœur cadette Mera était celle que tout le monde suivait, belle, audacieuse et toujours franche. Notre mère, Marsha, l'adorait au point où j'avais souvent l'impression que je n'existais pas en comparaison. J'étais la fille tranquille, la fille responsable, la fille dite simple qui se concentrait sur les études, le travail et le maintien de la paix à la maison. Mais la paix, j'ai appris, se fait souvent au détriment de votre propre voix. Pendant des années, j'ai toléré les coups subtils, les comparaisons, la façon dont Mera disait des choses comme « tu as de la chance d'avoir même un petit ami ». Ça faisait mal, mais je l'ai avalé. J'ai travaillé dur, construit une carrière stable et me suis concentré sur ma propre vie. Puis vint Jack. Dès notre première conversation, il m'a traité comme si j'étais suffisant, plus que suffisant, en fait. Il respectait mes opinions, encourageait mes objectifs et me soutenait lorsque ma famille ne le faisait pas. Après 4 années merveilleuses, il a proposé. C'était simple, sincère et parfait. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que peut-être, juste peut-être, je méritais d'être le centre d'attention. Organiser le mariage est devenu un rêve devenu réalité. Nous avons choisi un lieu paisible juste à l'extérieur de la ville de Brookhaven, entouré de jardins et de lumière douce. Les fleurs, la liste des invités, la musique, j'étais impliqué dans chaque détail. Mais rien ne comptait plus pour moi que la robe de mariée. Depuis que je suis adolescente, je rêvais de marcher dans l'allée dans une robe blanche qui ressemblait à de la magie. J'ai passé des mois à économiser et j'ai finalement choisi une pièce de créateur fabriquée à la main avec des couches de tulle doux, un travail de dentelle personnalisé et les détails de perles les plus délicats que j'ai jamais vus. Ce n'était pas bon marché, mais ça valait le coup. Jake avait souri quand je le lui avais montré et avait dit, si c'est celui qui te fait te sentir comme une reine, alors c'est parfait. Bien sûr, Mera avait quelque chose à dire lorsqu'elle l'a vu. Elle ricana et dit, tout va bien, je suppose. Mais tu ne penses pas que c'est un peu trop pour quelqu'un d'aussi discret que toi? Je l'ai balayé. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner leur approbation. Pas plus. Ce mariage n'était pas une question de jugement. C'était une question d'amour, d'espoir et d'un nouveau départ. Ou du moins, c'est ce que je pensais. À mesure que le jour du mariage approchait, l'air autour de moi devenait rempli d'excitation et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à nommer. Une énergie nerveuse s'accrochait à moi, non seulement à cause de la pression de la perfection mais aussi à cause de la présence de ma famille, en particulier de Mera. Elle était rentrée chez elle pour les festivités une semaine avant la cérémonie. Et même si elle souriait pour les photos et engageait une conversation polie, il y avait toujours une certaine acuité sous ses mots, comme une lame enveloppée de velours. À un moment donné, pendant que nous examinions les arrangements de la table, elle s'est penchée et a dit d'une voix douce qui maîtrisait à peine son venin, « Tu sais, je suis honnêtement surprise que Jake ait vécu ça. Tu n'es pas exactement ce que les hommes rêvent habituellement d'épouser. » Je la regardais, stupéfaite. Je voulais répondre pour me défendre, mais avant que je puisse parler, notre mère Marsha est entrée dans la pièce. Elle n'a pas grondé Mera. Elle ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, elle a posé sa main sur l'épaule de Mera et a dit avec un sourire chaleureux, « Oh chérie, tu sais toujours comment détendre l'ambiance. » J'ai ravalé ma frustration et suis resté concentré sur le tableau de mariage devant moi. Pendant des années, c'était la dynamique, Mera me rabaissait et Marsha en riait ou, pire, la félicitait pour son honnêteté. Ce qui faisait le plus mal, ce ne sont pas seulement leurs paroles. C'était leur unité contre moi. Peu importe ce que je faisais, tout ce que j'accomplissais ou combien je travaillais dur pour leur plaire, j'étais toujours celui qui le regardait, pas celui qui le regardait. Mais j'avais Jake. J'avais sa famille. Sa mère Vivien était tout ce que la mienne n'était pas, douce, sage et véritablement gentille. Lorsqu'elle a vu à quel point j'étais bouleversé pendant la dégustation du menu, elle m'a pris la main et m'a dit, « Tu n'es pas obligée d'être parfaite pour tout le monde, Erika. Sois juste heureuse pour toi-même. » Pourtant, il était difficile de rester hors de l'eau avec les commentaires constants et détournés de Mera.
lorsque Jake et moi avons une autre séance photo avant le mariage à la cathédrale, Mera nous a suivis sans y être invité et a plané près du bord de chaque image, faisant des grimaces désapprobatrices. Je lui ai demandé gentiment de s'écarter. Elle a ri et a dit « Détendez-vous, je m'assure juste que vos photos ne sont pas trop ennuyeuses. » Plus tard dans la soirée, je l'ai surprise en train de faire défiler des photos de moi dans ma robe de mariée sur son téléphone, en zoomant et en souriant. « Tu penses que ça te va vraiment ?» marmonna-t-elle quand elle pensait que je n'écoutais pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je n'ai rien dit. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de savoir qu'elle m'avait atteint, mais au fond de moi, j'ai ressenti un frisson, un avertissement. Marsha aussi avait commencé à se comporter étrangement. Elle semblait distante pendant les répétitions générales et était beaucoup plus préoccupée par la disposition des sièges de Mera que par la mienne. Pendant le dîner, elle murmurait à ses proches à quel point la cérémonie devenait exagérée. J'ai essayé de laisser tomber. Je voulais croire que d'une manière ou d'une autre, il viendrait, que le jour du mariage, il serait fier de moi. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais tort. Le matin de mon mariage a été un mélange de nervosité et d'excitation. Le soleil se levait doucement sur Brookhaven, projetant une teinte dorée sur le jardin où se déroulerait la cérémonie. Mes demoiselles d'honneur se préparaient déjà dans leur suite pendant que je me dirigeais vers le dressing nuptial, un espace privé et calme réservé à moi seul. Mon cœur battait d'impatience. Aujourd'hui, je porterai enfin la robe dont je rêvais depuis que je suis petite. Mais quand j'ai atteint la porte, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que je tournais la poignée, la porte s'ouvrit de l'intérieur. Mera se tenait là, fermant nonchalamment son sac à main avec un sourire narquois sur le visage. « Mera, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, confus et instantanément alerte. Elle haussa les épaules avec une feinte innocence. « Oh, je pensais que c'était les toilettes. » Disposition bizarre dans cet endroit, hein. Son ton était léger, presque moqueur. Je suis passé devant elle, le cœur battant. Quelque chose ne tournait pas rond. Alors qu'elle s'éloignait, elle ajouta par-dessus son épaule, un peu une chambre minable, tu ne trouves pas? Mais là encore, ça te va bien. Au moment où je suis entré, l'air m'a été coupé. Mes yeux se sont posés sur l'endroit où ma robe de mariée avait été accrochée avec tant de soin la veille. À présent, il gisait déchiré et en ruine de la soie déchiquetée, coupé en lignes furieuses. J'ai trébuché vers lui, incapable de respirer. Les perles brodées à la main étaient éparpillées sur le sol comme un espoir déchu. Je restais figé. La pièce avait l'impression de se refermer sur moi. Un membre du personnel de la salle a passé la tête, puis a halté. « Oh mon Dieu, que s'est-il passé ?» Je ne sais pas, dis-je, la voix tremblante. C'était bien hier. Mera, a ajouté le membre du personnel. Elle vient juste de sortir d'ici. Elle nous a dit qu'elle préparait une surprise pour vous. Elle a demandé à tout le monde de lui accorder quelques minutes seule. Je n'avais pas besoin de plus de preuves. La vérité s'était déjà enroulée autour de moi comme de la glace. Les doigts tremblants, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Mera. « Et maintenant ?» répondit-elle avec désinvolture. « Tu étais dans ma loge. Tu as détruit ma robe, dis-je, ma voix à peine stable. Es-tu toujours accroché à ce truc, dit-elle en riant amèrement. De toute façon, c'était horrible. Peut-être que c'est une punition divine pour votre arrogance. Pourquoi ferais-tu ça? Que ai-je fait pour mériter ça? Ai-je demandé en retenant mes larmes. Quel problème, se moqua-t-elle. Avez-vous la preuve que c'était moi? Allez-y, accusez-moi devant tout le monde. Voyez comment ça se passe. Et puis elle a raccroché. Je restais silencieux, mes doigts toujours agrippés au téléphone. Mon rêve, symbole de mon voyage, de ma joie, de mon identité, m'avait été enlevé par celui qui partageait mon sang. J'avais envie de crier, de m'effondrer. Mais à ce moment-là, on frappa doucement à la porte. C'était Vivien. Elle jeta un coup d'œil à la robe déchiquetée et vint à mes côtés sans hésitation. « Erika, qui a fait ça ?» elle a demandé. Je n'avais pas à répondre. Elle le savait. Elle l'a vu dans mes yeux. Pendant un instant, elle ne dit rien. Puis elle a doucement posé une main sur mon épaule et a dit, j'avais le sentiment que quelque chose comme ça pourrait arriver. C'est pourquoi j'ai apporté autre chose. Quelque chose que je portais le jour de mon mariage. Ce n'est pas seulement une robe. C'est un morceau d'histoire. Je la regardais, confus.
vous avez apporté une sauvegarde? Vivien hocha la tête. C'est une robe de haute couture en soie italienne, en perles faites à la main et en dentelle de cristal. Elle valait plus de 400 000 $ lorsqu'elle a été confectionnée. Nous l'avons conservée toutes ces années. J'ai toujours imaginé la transmettre à quelqu'un qui la chérirait. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Vivien, je ne sais pas quoi dire. Elle sourit. Dites oui. Mettez-le. Marchez dans cette allée la tête haute. Ne laissez personne vous voler votre lumière aujourd'hui. Et juste comme ça, l'espoir m'est revenu. Pas à travers le rêve dont je pensais avoir besoin, mais à travers une femme qui croyait en moi alors que ma propre mère ne le voulait pas. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai essuyé mes larmes et j'ai dit, allons-y. Le soleil était maintenant pleinement levé, éclairant les vitraux de la chapelle extérieure tandis qu'une douce musique résonnait dans la salle. Mon cœur battait comme un tambour sous mes côtes. Mais je sentais un calme étrange m'envahir. J'avais pleuré. J'avais déploré la robe que j'avais choisie avec tant de soin. Mais maintenant, alors que je me tenais devant les grandes portes en bois, prêt à marcher dans l'allée, je ne pensais pas à ce qui avait été pris. Je pensais à ce qu'il me restait, l'amour, la dignité et le pouvoir de m'élever au-dessus de tout. Mon père, Thomas, se tenait à côté de moi, les bras tendus, les yeux brillants. Tu es à couper le souffle, murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. Je lui ai fait un petit sourire. Ce n'est pas la robe que j'avais prévu de porter, mais c'est peut-être celle que je devais porter. Les portes s'ouvrent lentement, révélant des rangées d'invités assis, de doux pétales sur le chemin de pierre, et à la fin, Jake, mon rocher, mon amour, debout dans son costume gris sur mesure, les yeux rivés sur moi. J'ai vu son souffle s'arrêter lorsqu'il m'a vu. La robe, héritage de Vivien, scintillait comme le clair de lune. Sa soie italienne épousait ma silhouette avec une précision royale, et les détails en dentelle le long des manches et de l'ourlet dansaient à chaque pas que je faisais. Le travail du cristal sur le corsage captait la lumière du soleil à une centaine d'endroits, projetant de délicats étincelles le long de l'allée. Un long voile de dentelle traînait derrière moi, et au sommet de ma tête se trouvait un diadème que Vivien avait mis dans ma main quelques minutes auparavant, murmurant, « Tu mérites de te sentir comme une royauté. » Alors que j'avançais, les halètements parmi les invités étaient indubitables. Mais je n'ai pas laissé mon regard vaciller, pas jusqu'à ce que je passe devant le premier rang et que j'aperçoive Mira assise à gauche à côté de Marsha. Le visage de Mira était figé d'incrédulité. Sa bouche était légèrement ouverte, les yeux écarquillés par le choc. Elle s'attendait à ce que je marche humilié ou dans une robe de fortune. Au lieu de cela, je suis entré comme une reine. Marsha était assise à côté d'elle, l'expression illisible, mais je vis sa prise se resserrer sur le bord de son siège. Quand j'ai atteint l'autel, Jake m'a pris la main. Sa voix était basse, pleine de dégel. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Sous le voile, j'ai souri. « Tu ne veux même pas savoir quelle matinée j'ai eue. » Il rit doucement et me serra la main. La cérémonie a commencé, et même si le poids de ce qui s'était passé m'accrochait toujours, je me tenais droit, ancré par l'amour de Jake et la force tranquille de Vivien. Nous avons échangé nos vœux sous la lumière du soleil, entourés de fleurs et de musique. Lorsque l'officiant nous a déclarés mari et femme, nous nous sommes embrassés doucement, tendrement, avec la promesse à ce moment-là que rien ne nous briserait. Alors que nous nous tournions pour marcher dans l'allée en tant que jeunes mariés, des pétales de fleurs flottaient dans les airs. Juste avant de croiser Mira et Marsha, j'ai aperçu Mira tordant le bord de son mouchoir jusqu'à ce qu'il se déchire. Son visage était pâle et ses lèvres tremblaient. Mais je n'ai pas détourné le regard pour me réjouir ou lui faire honte. J'ai simplement continué à marcher, la tête haute. Cette journée n'avait pas pour but de se venger. Il s'agissait de retrouver la joie. J'avais toutes les raisons de m'effondrer, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis présenté. Je me suis tenu debout et j'ai choisi l'amour plutôt que l'amertume. Le jardin transformé en un paysage de rêve en soirée. Alors que la réception commençait, des lumières scintillantes s'accrochaient au-dessus de la table scintillaient dans la lueur dorée de l'heure et une musique douce flottait dans l'air. Les rires et les tintements de verre remplissaient l'espace. Les invités se mélangeaient avec joie et les serveurs se déplaçaient avec des plateaux d'apéritifs et de champagne. Pendant un instant, tout ressemblait à un conte de fées. Mais je savais que la tempête n'était pas encore passée. Jake et moi venions juste de finir de prendre des photos de groupe et je me tenais près du centre de la réception, parlant à certains membres de sa famille élargie, portant toujours la robe exquise de Vivien. Il s'adaptait parfaitement, comme s'il m'avait attendu toutes ces années.
Les compliments n'arrêtaient pas d'arriver et, tandis que je souriais humblement, j'ai remarqué que Mera se tenait sur le côté, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Soudain, elle se précipita en avant. « Pourquoi portez-vous une robe aussi chic ?» a-t-elle demandé, assez fort pour que les invités à proximité puissent l'entendre. « Ce voile, ce diadème et cette robe. Pour qui te prends-tu » Les conversations autour de nous se sont transformées en silence. « Tu ne devrais pas être celui qui se démarque, a-t-elle poursuivi, la voix s'élevant. Je suis la jolie. Je l'ai toujours été. Mais maintenant, regarde-toi, affichant quelque chose qui n'a jamais été le tien au départ. J'ai essayé de rester calme, mais je pouvais sentir la tension se propager dans la foule. Mera, dis-je d'un ton neutre. Tu as déjà détruit ma robe ce matin. Pourquoi fais-tu encore ça? Elle fit un pas en avant, les yeux pleins de ressentiment. Tu veux dire ce chiffon que tu appelles une robe? Cela ne valait même pas la peine d'être gardé. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais avant que je puisse parler, elle a tendu la main et, devant tout le monde, a attrapé l'ourlet de ma robe et l'a déchiré. Un halètement collectif résonna autour de nous. Le son déchirant transperça le silence comme une lame. Mera avait tiré avec une telle force que la partie inférieure de la jupe en soie pendait maintenant, endommagée de manière irréparable. De la dentelle brodée et des cristaux jonchaient le sol. Je me figeai, stupéfaite et incrédule me traversant. Les larmes me montèrent aux yeux, non seulement à cause des dommages qu'elle avait causés à quelque chose d'aussi précieux, mais parce qu'elle l'avait fait sans honte, sans souci, juste devant Jake, sa famille et nos invités. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je me suis avancé et j'ai crié, ma voix tremblant de fureur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Mera? C'est une robe à 400 000 $. Vivien me l'a fait confiance, et tu l'as encore gâchée. Avant qu'elle ait pu répondre, une voix aiguë coupa l'attention. C'était Marsha. Comment oses-tu parler ainsi à ta sœur, cria-t-elle en poussant les invités. Elle m'a atteint en quelques secondes. Maman, elle vient encore de déchirer ma robe, dis-je en reculant, incapable de croire ce que j'entendais. Mais Marsha ne s'est pas arrêtée. Pensez-vous que vous êtes une sorte de princesse maintenant, portant la robe d'une autre femme et répondant à votre propre sœur le jour de votre mariage? Puis, avant que je puisse réagir, Marsha a levé la main et m'a frappé directement au nez. Une douleur aiguë et brûlante explosa sur mon visage alors que je trébuchais en arrière, me rattrapant au bord d'une chaise. Le sang me monta au nez. Ma vision se brouilla pendant une seconde, non pas à cause de la force, mais à cause du choc. Tout est devenu complètement silencieux. Quelques invités ont crié. Jake a couru à mes côtés en criant mon nom. J'ai pressé ma main contre mon nez, sentant le filet de sang chaud, trop abasourdi pour pleurer. Tu es fou, grogna Jake à Marsha, me protégeant. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux? Avant que quiconque puisse dire un mot, Jordan, le directeur de la salle, s'est précipité. Il m'a regardé, a vu le sang, puis s'est tourné vers Mera et Marsha. J'appelle la police, dit-il d'une voix ferme. Et une ambulance. C'est fini maintenant. En quelques minutes, des lumières clignotantes rouges et bleues sont apparues aux portes de la salle. Le bruit des sirènes qui approchaient traversa la foule silencieuse comme une sonnette d'avertissement. Les invités reculèrent, murmurant sous le choc, certains avec leur téléphone à la main, d'autres figés d'incrédulité. Jake me tenait fermement la main alors que j'étais assis sur une chaise, une serviette humide pressée contre mon nez par l'un des membres du personnel. Le saignement avait ralenti, mais la douleur était sourde, non seulement à cause de l'impact, mais aussi à cause de la trahison. Ma propre mère m'avait frappé en public. Le jour de mon mariage. 2 policiers en uniforme et 2 ambulanciers sont entrés rapidement. Jordan, le responsable de la salle, les a rencontrés et les a guidés vers moi. Les ambulanciers se sont approchés en premier, l'un d'eux s'agenouillant à côté de moi avec un professionnalisme calme. Nous allons vérifier s'il y a un gonflement et nous assurer qu'il n'y a pas de fracture, dit-il doucement en scrutant mon visage avec une petite lampe de poche. Est-ce que vous vous sentez étourdi? Je secouai la tête. Je vais bien, juste mal. Je ne veux pas aller à l'hôpital. S'il te plaît, soigne-moi ici. Il hocha la tête en signe de compréhension et commença à nettoyer la plaie. À proximité, les policiers séparaient déjà Mera et Marsha des invités. Mera s'agitait, son expression déformée par un mélange de défi et de panique. Marsha, de son côté, avait l'air fier, toujours au sommet de son assaut comme si cela était justifié.
Elle m'a provoqué, a crié Marsha alors qu'un policier commençait à l'interroger. Elle a insulté sa sœur. Jordan s'avança fermement. Cette femme, la mère, a frappé la mariée au visage. L'autre, la sœur, a déchiré sa robe de mariée devant tout le monde. Nous avons de nombreux témoins oculaires et une surveillance des lieux. Le deuxième officier m'a approché avec un cahier. Madame, je suis vraiment désolé que vous traversiez ça aujourd'hui. Voudriez-vous porter plainte? Jake m'a serré la main. J'ai regardé le tissu déchiqueté encore accroché à ma jupe, le sang sur mon voile, l'incrédulité dans les yeux des invités, et j'ai hoché la tête. Oui, je souhaite déposer une plainte formelle pour agression et dégâts matériels. J'ai des témoins et je veux que cela soit enregistré. Les agents n'ont pas perdu de temps. Mera a été la première à être menottée. Tu ne peux pas être sérieux, elle a crié. C'était juste une robe stupide. La robe à laquelle elle fait référence, coupa Jake d'une voix froide, valait plus de 400 000 $. Et ce n'était même pas la première qu'elle détruisait aujourd'hui. Marsha était la suivante. Elle a essayé de s'éloigner en criant « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis sa mère. » Oui, dis-je assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Et aujourd'hui, tu as prouvé exactement quel genre de mère tu es. Les invités altèrent tandis que les officiers leur lisaient leurs droits. Les caméras ont flashé. Plusieurs proches chuchotaient entre eux. D'autres semblaient visiblement mal à l'aise, mais personne n'est intervenu pour les défendre. Pas cette fois. Alors que les portes des voitures de police se fermaient derrière eux et que les feux clignotants commençaient à s'estomper, je restais assis, le cœur lourd mais la poitrine soulevée. Je m'étais défendu. J'avais dit la vérité. Et pour la première fois, le monde avait écouté. Les ambulanciers ont fini de nettoyer mon visage. L'un d'eux m'a tendu un miroir. Mon nez était rouge, légèrement enflé, mais pas cassé. J'ai regardé mon reflet et j'ai vu plus qu'une mariée souffrant. J'ai vu une femme qui refusait de se laisser à nouveau réduire au silence. Jake se pencha et m'embrassa sur le front. Tu es incroyable, tu le sais? J'ai juste fait ce que j'avais à faire, murmurai-je en retour. Ils ont déchiré la robe, mais pas ma dignité. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du battement régulier du marteau du juge et du doux mélange des papiers. Cela faisait 6 semaines depuis le mariage, 6 semaines remplies de déclarations, d'entretiens, de documents juridiques et de réflexions sans fin. Je n'étais pas retourné une seule fois dans la maison familiale depuis ce jour. Je n'avais pas non plus reçu d'excuses. Ni de Marsha, ni de Mera. Et à ce stade, je ne m'y attendais pas. Jake se tenait à mes côtés au tribunal, sa main dans la mienne, stable et ancrée. Vivien était assise derrière nous dans la tribune du public, son regard calme fixé vers l'avant, toujours posé. Elle m'avait accompagné à chaque rendez-vous avec mon avocat, à chaque audience préalable au procès et à chaque rendez-vous pour évaluer la valeur de la robe en ruine. L'accusation a exposé clairement les faits. 2 chefs d'accusation contre Mera, destruction intentionnelle de biens et conduite désordonnée. Une accusation majeure contre Marsha, voie de fait grave dans un lieu public avec plusieurs témoins oculaires. Et puis il y avait la question des dommages, le coût financier de la robe couture que Mera avait déchirée, non pas une, mais 2 fois. Vivien a témoigné de la valeur de la robe, présentant des documents professionnels prouvant qu'elle avait été achetée à l'origine pour plus de 400 000 $, confectionnée avec de la soie italienne rare et de la dentelle en cristal Swarovski. Les images de surveillance du lieu, que Jordan avait judicieusement conservées, ont été présentées comme preuve. Cela montrait Mera s'approchant de moi et déchirant la robe. Cela montrait Marsha me frappant au visage. La salle d'audience a tout vu. Mera a essayé de jouer à la victime. Son avocat a affirmé qu'il s'agissait d'une explosion émotionnelle, qu'elle s'était sentie éclipsée et qu'elle avait agi dans le feu de l'action. Mais le juge n'y a pas cru. Marsha était pire. Lorsqu'on lui a demandé si elle regrettait ses actes, elle a redoublé d'efforts. Elle a embarrassé notre famille, a-t-elle dit en me désignant. Il fallait lui apprendre le respect. Le juge se pencha en avant, les yeux perçants. Mademoiselle Marsha, ce que vous avez fait n'était pas de la discipline. C'était une agression, commise en public, le jour du mariage de votre fille, et sans aucun remords, même maintenant. Lorsque le verdict a été lu, j'ai retenu mon souffle. Mera a été condamnée à 3 mois de prison et condamnée à payer une indemnisation complète pour la robe détruite, les versements structurés devant commencer immédiatement.
Le tribunal a placé un privilège civil sur ses revenus jusqu'à ce que la dette soit intégralement payée. La peine de Marsha a été plus sévère, 1 an complet de prison, avec des cours obligatoires de gestion de la colère et une ordonnance du tribunal interdisant tout contact direct avec moi à moins d'être approuvé par écrit par le tribunal. Le marteau est tombé et c'était fini. Je laisse échapper une lente inspiration, non pas par soulagement, mais par résolution. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'être enfin entendu, après une vie passée au silence. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes attendaient une déclaration. Je ne leur ai donné qu'une seule ligne avant de m'éloigner. Ils ont déchiré ma robe, m'ont meurtri le visage et ont essayé de me briser le moral. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est de me libérer. Dans les semaines qui ont suivi la condamnation, je me suis retrouvé à respirer différemment, plus profondément, plus librement, comme si le poids que je portais depuis des années avait enfin été soulagé. Il n'y a plus eu d'appel de ma mère ou de ma sœur. Pas de message manipulateur, pas de culpabilisation, faisant semblant de réparer ce qui n'a jamais été entier au départ. Le silence n'était pas familier au début, mais il était paisible. Et dans cette paix, j'ai commencé à reconstruire. Vivien, toujours gracieuse et posée, m'a suggéré de prendre un congé pour récupérer émotionnellement. Mais au lieu de cela, j'ai demandé si nous pouvions visiter son unité de stockage, l'endroit où sa précieuse collection de mariés avait été conservée. À l'intérieur, nous avons trouvé non seulement des croquis, des échantillons de tissus et des robes préservées, mais aussi des souvenirs. Vivien rêvait autrefois d'ouvrir une boutique. La vie l'avait emmené dans une autre direction. Quand je lui ai dit que je voulais redonner vie à ce rêve, pas seulement pour elle mais pour moi, elle n'a pas hésité. Ce mois-là, nous avons signé un bail pour un petit studio à Brookhaven. Nous avons peint les murs d'un blanc perle doux, installé des étagères sur mesure pour la dentelle, les soies et les cristaux, et aménagé un espace d'aménagement qui ressemblait à un sanctuaire. Ensemble, nous l'avons nommé marié de la 2e floraison, un hommage à l'idée que la beauté peut renaître même après la dévastation. J'ai aidé à l'installation le week-end, même s'il jonglait avec son propre travail. Il était fier de moi. Chaque fois qu'il me regardait, ce n'était pas seulement avec amour, c'était avec admiration. Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison et, même si elle était modeste, elle était remplie de chaleur, de rire et de la promesse d'un avenir épargné par l'amertume du passé. La première mariée qui est entrée dans mon studio m'a rappelé moi-même. Elle était silencieuse, incertaine de sa beauté, tenant à la main la photo d'une robe de rêve qu'elle pensait ne pas pouvoir se permettre. J'ai écouté son histoire, ses insécurités, son espoir. Et puis, j'ai aidé à concevoir quelque chose rien que pour elle. Quelque chose qui la faisait s'illuminer lorsqu'elle se regardait dans le miroir. Je n'oublierai jamais la façon dont ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'elle a dit « Je ne me suis jamais sentie aussi confiante auparavant ». C'est à ce moment-là que j'ai compris. C'était plus que des affaires. C'était une guérison. Chaque robe sur laquelle j'ai travaillé, chaque mariée sur laquelle j'ai donné du pouvoir, recousu une blessure dont je ne savais pas qu'elle était encore crue. Je n'aidais pas seulement les autres à prendre leur pouvoir. Je récupérais le mien. Un jour, alors que je fermais le magasin et que je sortais sous la douce lueur du soleil de l'après-midi, Jake m'a rencontré sur le trottoir avec 2 tasses de café et un sourire complice. « Comment va ma créatrice de mariée préférée aujourd'hui » demanda-t-il en se penchant pour un baiser. Épuisé, j'ai ri, mais de la meilleure des manières. Il m'a tendu ma tasse. Et alors que nous rentrions chez nous main dans la main, j'ai levé les yeux vers le ciel et je me suis senti vraiment, enfin, entier. C'est étrange comme la vie se replie sur elle-même. Une journée qui a commencé avec de la soie brisée et une confiance brisée s'est transformée en le début de quelque chose d'extraordinaire. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si les choses s'étaient bien passées. Si Mera n'avait pas déchiré ma première robe. Si Marca n'avait pas levé la main contre moi devant une centaine de personnes. Aurais-je quand même trouvé la force d'en dire assez? Aurais-je quand même réalisé le pouvoir de me choisir? Je ne porte plus d'amertume. Non pas parce que je l'ai oublié, mais parce que je l'ai dépassé. J'ai construit quelque chose de réel à partir des ruines qu'ils ont laissées derrière eux. J'ai transformé la souffrance en article. Chaque point que je couds dans une robe de mariée, chaque motif que je crée, est né du feu dans lequel ils ont essayé de me noyer. Et cette robe, l'héritage de Vivien, est maintenant exposée à l'entrée de Second Bloom Bridal, non pas à vendre, mais comme un symbole ou un rappel que lorsque quelqu'un essaie de vous détruire, votre résilience peut devenir votre plus belle parure. Sous la vitrine, il y a une petite plaque qui dit «
Cette robe était autrefois portée par une mariée qui se tenait debout lorsque d'autres essayaient de la démolir. Son histoire nous rappelle que la dignité ne peut être ébranlée. La communauté dans laquelle je me sentais autrefois invisible me voit désormais, non pas comme la fille ou la sœur de quelqu'un, mais comme Erika, la femme qui s'est levée, s'est exprimée et a transformé la douleur en but. Marsha purge toujours sa peine. Mera, j'ai entendu dire, a eu du mal à trouver un emploi après que son casier judiciaire ait été rendu public. Elle a quitté l'État et, d'après le peu que j'ai recueilli, elle fait profil bas. Maintenant, je n'ai parlé à aucun d'eux. Je n'en ai pas besoin, car la vérité est qu'ils ont perdu bien plus que moi. Ils ont perdu une chance de grandir, de réfléchir, d'aimer, et moi, je me suis rattrapé. Parfois, les mariés me demandent si j'ai toujours aimé les mariages. Je souris parce que la réponse est multiple. Je leur dis que je n'ai pas toujours cru que j'avais ma place dans une robe comme celle-ci. Mais un jour, j'ai marché dans l'allée en portant quelque chose que je n'avais pas choisi et j'ai réalisé que j'étais devenu quelqu'un de plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. Et maintenant, chaque fois qu'une femme entre dans mon studio, doutant de sa valeur, pensant qu'elle n'est pas assez grande, je l'aide à trouver le miroir, à ajuster la dentelle, à lever le menton et à lui dire « Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre te fasse te sentir spécial. Tu le es déjà. » Ils ont peut-être déchiré ma robe. Ils m'ont peut-être frappé au visage, mais ils n'ont jamais pu toucher mon esprit. Je m'appelle Erika. J'ai 28 ans, et c'est le début de tout. Merci beaucoup d'être resté avec moi tout au long de ce voyage. Partager mon histoire n'a pas été facile, mais j'espère que cela a rappelé à quelqu'un que peu importe la douleur que les autres essaient d'apporter dans votre vie, vous pouvez toujours la dépasser. Si cette histoire vous a ému ou si vous y avez trouvé de la force, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire pour partager vos réflexions et de vous abonner à la chaîne pour des histoires réelles plus puissantes. Votre soutien compte pour moi et m'aide à continuer à raconter des histoires qui comptent. Je te verrai dans le prochain.